dizaine de professionnels des médias participent à une formation sur leur rôle dans la promotion des droits de l'homme, une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme. La question des violences faites aux femmes au cœur des débats en Afrique du Sud. Le chef de l'État va déployer un plan d'urgence. Au Libéria, un incendie d'origine indéterminée a causé la mort de 26 élèves et de 2 enseignants. Le drame est survenu dans la nuit de mardi à mercredi. La Commission béninoise des droits de l'homme, qui est dans sa première année d'exercice, a jugé opportun de réunir les professionnels des médias pour débattre de leur rôle dans le respect des droits de l'homme. Le Bénin ayant ratifié plusieurs conventions internationales des droits de l'homme qui mettent à sa charge comme obligation principale de respecter, protéger et réaliser les dits droits. Mais lors du rapport du Bénin à l'examen périodique universel en novembre 2018, sur 198 recommandations, 7 n'ont pas été acceptées par le pays. Ces dernières sont relatives à la liberté d'expression et de presse. Et c'était les recommandations que les pairs faisaient à l'État béninois. Veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux normes internationales garantissant la liberté d'expression et la liberté de la presse et prendre des mesures pour prévenir la suspension arbitraire des médias. Il s'agit des recommandations numéro 118 et 193. Et nous avons constaté, après novembre 2018, en début 2019, que des journalistes ont été inculpés pour diffusion de fausses informations. Nous avions constaté une censure de l'Internet le jour où le pays organisait les élections législatives. Tout cela laisse craindre pour la liberté d'expression et la liberté de presse. Et la Commission a estimé qu'il était de notre devoir d'aller vers les professionnels des médias et de discuter de ces questions-là. Des faits qui interpellent les professionnels du métier et méritent réflexion sur leur rôle dans la promotion des droits de l'homme. La Fondation Friedrich Ebert, engagée dans ce domaine au Bénin, soutient la Commission. La Commission béninoise des droits de l'homme, régie par une loi et officiellement en fonction depuis le 3 janvier 2019, ne dispose toujours pas d'un siège. Elle squatte pour l'instant les locaux de la Cour d'appel de Cotonou et fonctionne sur fonds propres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi un plan d'urgence contre la recrudescence dans son pays des violences faites aux femmes. Depuis plusieurs semaines, en effet, l'Afrique du Sud est le théâtre d'une vague de manifestations, de protestations après une série de féminicides qui ont défrayé la chronique. La ministre des Femmes a rapporté que plus de 30 femmes avaient été tuées par leurs conjoints pendant le seul mois d'août et la police a recensé une moyenne quotidienne de 110 viols l'an dernier. L'Afrique du Sud est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour une femme, avec un niveau de violence comparable à celui d'un pays en guerre, a martelé le président Cyril Ramaphosa lors d'une session spéciale des 2 chambres du Parlement. Résidente d'un centre de la banlieue de la mégapole sud-africaine du Cap, Rachel a été battue des années par son mari au point d'envisager de se suicider avec ses enfants. Je suis allée tant de fois au poste de police pour demander de l'aide. Ils me ramenaient eux-mêmes avec le fourgon de police et me disaient « On ne veut pas se mêler de vos affaires privées, c'est à vous de les régler ». Je savais que quand le fourgon de police allait me déposer, il serait là. Donc, je savais ce qui allait m'arriver une fois à l'intérieur. Je pense que c'est la première chose que le gouvernement doit faire.
c'est de commencer à examiner comment les services de police sud-africains réagissent aux témoignages de violences contre les femmes. Les policiers sont-ils formés pour réagir de façon sensible? Une fois que nous commencerons avec ça, plus de femmes vont signaler les crimes et nous aurons une meilleure idée de l'ampleur exacte du problème. Pour enrayer la violence des hommes, le chef de l'État a annoncé une série de réformes visant à assurer que justice soit rendue. Ramaphosa a indiqué que son gouvernement allait débloquer une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 68 millions d'euros sur 6 mois pour son plan. Les proches venus chercher des nouvelles de leurs enfants se pressaient mercredi matin autour du bâtiment qui abrite une école et un internat et dont la toiture en tôle a brûlé. Selon des témoins, les enfants ont été surpris pendant leur sommeil. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais le président libérien, George Weah, qui s'est rendu sur les lieux du sinistre, a annoncé que le gouvernement allait pousser les enquêteurs à chercher comment il est survenu le drame. Pour le chef de l'État qui a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, ce drame constitue un moment éprouvant pour les familles des victimes et pour tout le Libéria. Cet incendie, d'origine encore indéterminée, a causé des pertes en vies humaines dans cette école coranique des environs de la capitale libérienne, plus précisément à Paynesville, dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours ont indiqué dans leur bilan qu'il y avait 28 victimes, dont 26 élèves et 2 enseignants. Les élèves tués par les flammes ont entre 10 et 20 ans. Quatre candidats à la présidence et 26 partis ont commencé à faire campagne pour l'élection générale du 15 octobre prochain. Le premier concours, son chef historique de l'opposition, Afonso Dhlakama, est le premier à élire les gouverneurs des 10 provinces du pays. Philippe Nyusi, actuel président de la République et dirigeant du Frelimo, Osufo Momad, chef de la résistance nationale du Mozambique Renamo, Davis Simongo, le leader du mouvement démocratique du Mozambique et candidat du Parti d'action extra-parlementaire, et Mario Albino du mouvement pour le salut intégral, sont les 4 candidats qui espèrent habiter à la Ponta Vermelha, résidence officielle du chef de l'État. L'élection des gouverneurs de province est une nouveauté résultant de l'approbation d'un nouveau parquet de décentralisation dans le cadre des négociations pour l'accord de paix et de réconciliation nationale de Maputo, signé le 6 août. La Renamo a déclaré que le déroulement des élections générales serait une mesure du succès ou de l'échec de l'accord de paix et de réconciliation nationale et a exigé qu'elle soit libre, équitable et transparente. Dans une interview accordée à Lusa la veille du début de la campagne électorale qui va durer 45 jours, Mariano Mongo, général de la Renamo et chef de la junte militaire, a menacé de faire dérailler le processus électoral par la violence armée si les revendications du groupe ne sont pas satisfaites. Une autre controverse accompagnant la campagne est alimentée par les différences entre le nombre d'électeurs inscrits par les organes électoraux et ceux projetés par l'Institut national de la statistique. Par ailleurs, la Commission a estimé le coût du processus électoral à 14,6 milliards, dont le gouvernement a jusqu'ici obtenu 56%. Je suis heureux d'être tunisien et c'est la révolution tunisienne qui m'a permis de présenter ma candidature aux élections et de pouvoir voter après avoir été privé de cette possibilité avec d'autres comme moi. Je commence donc par saluer la révolution, ses martyrs et ses blessés. Nous avons accepté les résultats que nous venons d'entendre parce qu'ils proviennent d'une institution constitutionnelle que nous respectons et que nous considérons comme l'un des fondements de la transition démocratique.
En fait, la formalité substantielle qui tranche entre la qualité d'un candidat ou d'un président en puissance et du président de la République, c'est de prêter serment. Avant de prêter serment, on n'a pas encore notre président. Dans le scénario où M. Karoui soit élu, il est encore en prison, il y a la possibilité qu'il va y avoir donc, une décision de mise en liberté. Et là, il peut donc prêter serment et le processus continue. Ou au contraire, s'il va y avoir un blocage, finalement, peut-être que la possibilité, c'est d'aller pour prononcer la vacance de la présidence et aller donc à encore une fois à des élections d'exception. La 9e édition des prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique au Moyen-Orient 2019 a eu lieu dans un hôtel de la ville de Douala. Cette année, 4 projets ont été primés par un jury sur plus d'une centaine qui ont été proposés par les jeunes start-up des 4 coins du Cameroun. Et cette année, je suis très très fier du résultat puisqu'on a de la santé, on a de l'agriculture, on a de l'éducation, on a de l'énergie. Donc l'ensemble des secteurs de croissance, dans des secteurs où il y a des besoins au Cameroun, sont représentés dans les lauréats. 4 projets récompensés aux nouvelles entreprises qui proposent des solutions technologiques visant à améliorer les conditions de vie des populations sur le continent africain et au Moyen-Orient. Le problème ici, c'est que les agriculteurs n'arrivent pas à identifier rapidement les maladies de culture et à trouver immédiatement les traitements appliqués, ce qui décime leur production et empêche, n'est-ce pas, qu'ils puissent satisfaire la demande alimentaire locale ou internationale. Donc nous leur proposons une application qui utilise aujourd'hui une technologie d'intelligence artificielle de pointe afin de diagnostiquer les maladies des cultures à partir d'une image et de proposer les traitements biologiques à appliquer. Ce concours annuel est réservé aux entrepreneurs ou porteurs de projets âgés de 21 ans au moins et son but est de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement grâce au TIC. Un know-how camerounais qui sera présenté par les lauréats à la compétition finale mondiale qui se déroulera en Afrique du Sud. En attendant, les gagnants ont reçu des chèques allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Nous saluons et soutenons ces efforts. Nous devons toujours reconnaître que le président de la République, Nicolas Maduro, commandant en chef des forces armées, appelle au dialogue. Chaque fois qu'il y a un dialogue et chaque fois qu'un accord est recherché pour la coexistence et la paix, les soldats seront heureux. Nous refusons ce traité, le traité interaméricain d'assistance réciproque invoqué par Washington à l'encontre du Venezuela. C'est un traité absurde, inutile, obsolète, inutilisable.